Merci d'être venus nombreux pour cette audition. Merci à mes collègues aussi de leur présence et à nos administrateurs pour cette audition concernant la mission que nous menons au Sénat sur la gestion durable de l'eau. C'est une mission d'information transpartisane, comme on le fait habituellement au Sénat, c'est-à-dire que tous les groupes politiques y sont représentés. Et c'est à la demande du groupe socialiste et dont le rapporteur est mon ami Hervé Gillet, sénateur de Gironde, qui donc vous posera un certain nombre de questions. Je crois que vous avez reçu d'ailleurs un questionnaire assez complet. Vous aurez bien sûr la possibilité de faire une contribution écrite au-delà de cette audition, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout analyser. Donc, merci d'avance de pouvoir le faire avant, disons, avant le 15 juin, si c'était possible, parce que notre objectif, c'est de déposer notre rapport début juillet. Donc, on voudrait que les choses se complètent à ce moment-là. Donc, il s'agit d'entendre tous les experts et toutes les parties prenantes, acteurs institutionnels de la politique de l'eau. C'est vrai que le changement climatique est là, avec des années très sèches. 2022 était une année très sèche. 2023, on risque d'avoir peut-être une année pire que la précédente, avec des nappes phréatiques qui ne se remplissent pas. Aujourd'hui, donc, nous allons vous entendre comme acteur de l'hydroélectricité, parce que l'eau, évidemment, c'est l'alimentation humaine, c'est l'eau potable, c'est l'agriculture, mais c'est aussi l'énergie. Et je pense qu'on a besoin aussi de concilier les deux. Et donc, on attend de vous de savoir comment vous voyez les choses sur le marché de l'hydroélectricité dans un contexte qui nécessite à la fois une gestion quantitative et qualitative efficiente de la ressource en eau. D'autre part, quelles sont vos préconisations également pour une meilleure adéquation entre la rentabilité économique mais aussi la continuité écologique? Quelles sont vos expériences respectives, parce qu'on a besoin aussi de vos retours, et quelles sont aussi vos propositions, bien évidemment, dans le domaine de la gestion durable de l'eau. Aujourd'hui, on voit bien qu'on peut faire aussi de l'électricité avec des chutes d'eau qui sont plus faibles qu'auparavant. Donc, la hydroélectricité est une source qui peut être mise en place dans certains secteurs, donc, mais tout en respectant un certain nombre de conditions, avec la problématique d'étiage de nos rivières et puis problématique de qualité de l'eau. Donc voilà, vous allez pouvoir vous exprimer, et je vais laisser la parole à notre rapporteur Hervé Gillet. Juste peut-être se refaire un tour des acteurs. Donc nous avons Madame Emmanuelle Verger, directrice d'EDF Hydro, et Monsieur Bruno Dechergé, qui est derrière, en charge des relations institutionnelles, la Société hydroélectrique du Midi, avec Monsieur Cyril Delprat, directeur général, la Compagnie nationale du Rhône, Madame Laurence Bory-Bancel, présidente du directoire, France Hydroélectricité, alors Monsieur Lévy. Voilà, on avait vu Christine qui était annoncée, Christine Etchegoyen, ancienne présidente, et Cécile Bello, qui est derrière là-bas. Et la Fédération des Moulins de France, Monsieur Alain Ekem est président, et Monsieur Michel Andreu, administrateur. Donc voilà, tout le monde est là, est présent. Hervé, je te laisse la parole.
Merci, Monsieur le Président, cher Rémi, pour ces propos introductifs. Je remercie aussi mes collègues d'être présents pour cette table ronde particulièrement importante. On est dans un moment vraiment particulier. Il est particulier parce que la conjoncture fait que ce sujet prend une résonance particulière. Et donc, c'est sans doute le moment ou jamais d'approfondir les sujets et de voir si éventuellement nous pouvons faire des propositions et pourquoi pas d'ordre législatif. D'actualité, parce que bien sûr, il y aura les déclarations du président aussi aujourd'hui et on mettra ces propositions en perspective au regard, bien sûr, des travaux que nous avons déjà menés, mais qui nous restent effectivement à mener, puisqu'on se situe à peu près à mi-parcours. Nous devrions rendre notre rapport pour mi-juillet, avec donc une rédaction qui va commencer déjà mi-juin à peu près. Et donc, nous avons déjà réalisé un peu plus d'une vingtaine d'auditions. Donc, nous allons bien évidemment approfondir un certain nombre de sujets. Comme vous l'avez compris, on est bien sur l'ensemble des cycles, grands cycles et petits cycles de l'eau, même si aujourd'hui, le fait de les distinguer est de plus en plus discuté, en essayant de regarder d'un peu plus près les gouvernances territoriales, le fait d'avoir une connaissance de plus en plus approfondie de l'évolution de la ressource et de la nécessité de disposer de bases de données qui soient de plus en plus fiables. Mais derrière la ressource, c'est bien sûr d'y adapter la consommation à l'échelle évidemment des bassins, mais en travaillant les subsidiarités de manière la plus forte possible. L'acceptabilité des projets est aussi majeure, bien sûr, dans les interrogations que nous pouvons avoir. Et la gestion des pratiques en essayant d'imaginer aussi des scénarios qui nous permettraient de contribuer à la sobriété nécessaire aujourd'hui et demain. Mais je pense que le président de la République aura aussi des annonces particulières. Vous êtes donc des acteurs majeurs sur l'ensemble de ces sujets. Et donc, nous sommes particulièrement intéressés de pouvoir vous écouter aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est en reprenant l'ordre de présentation du président, de faire peut-être une première introduction. On va balayer ensuite avec l'ensemble des représentants. Donc, d'abord, peut-être les reprécisions sur les grandes données hydroélectriques et vos implications personnelles au regard de vos responsabilités. Et puis après, on lancera aussi le questionnement en essayant d'être le plus interactif possible pour qu'on puisse avoir un bon niveau d'échange. Et puis nos collègues, bien sûr, pourront aussi intervenir et vous poser un certain nombre de questions. Merci. Alors, je vous demande de faire 3 minutes chacun, pas plus, parce que, si vous voulez, on a un temps qui est imparti, et puis nos collègues auront des questions à vous poser, le rapporteur aura encore des précisions à vous demander. Donc, essayons d'être le plus concis possible. Donc, merci de respecter les 3 minutes. Merci, Madame Verger. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci beaucoup d'abord pour cette invitation à venir intervenir devant vous aujourd'hui. Madame la sénatrice, Messieurs les sénatrices, bonjour Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Moi, je voudrais commencer quand même, alors vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, aujourd'hui, il y a une vallée qui a été choisie par le Président de la République et par le gouvernement pour faire cette annonce du plan eau, qui est en plus une région moi, qui m'est chère et je trouve qui est un exemple à bien avoir en tête en termes de multi-usage de l'eau et ce qu'on peut faire avec des ouvrages hydroélectriques, mais qui ne font pas que ça. Alors ces vallées, ce sont évidemment les vallées de la Durance, du Verdon, et puis également du Buëch et de la Bléone, qui sont peut-être un petit peu moins connus, avec des premières... ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, c'est dès le milieu du XVIe siècle que ce concept de construction d'équipements dédié au multi-usage de l'eau a commencé à apparaître. Voilà. Et l'idée, c'était évidemment d'amener une partie des eaux de la Provence jusqu'à Marseille pour alimenter les villes en
eau, pour arroser les terrains, pour irriguer, enfin c'était pas encore d'irrigation, mais pour arroser, pour faire marcher les moulins, et puis aussi pour transporter, c'était aussi pour permettre la navigation. Alors il a fallu attendre ensuite effectivement les années 60 pour que tous ces équipements soient construits, développés, hein, Serre-Ponçon 59, mais vraiment la totalité du canal, c'est plutôt la deuxième partie des années 60. Aujourd'hui, quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quand même quelques chiffres. Cette chaîne de la Durance et du Verdon, ça assure l'eau potable pour 3 millions de personnes. L'irrigation de à peu près, le chiffre qu'on donne, nous, c'est 120 000 hectares. De terres agricoles. C'est 440 entreprises qui sont alimentées en eau industrielle. Et puis, eh bien, c'est plus de 2 gigawatts installés, et c'est que ça correspond donc à une production d'électricité pour plus de 2 millions de personnes. Et puis, il y a un usage additionnel qui s'est ajouté, qui n'était pas forcément identifié à l'origine, qui est toute l'offre touristique et toute l'utilisation touristique qui est faite du lac de Serre-Ponçon. Serre-Ponçon, c'est 1,2 milliard de mètres cubes, hein, de capacité de stockage. Et c'est justement les bords du lac de Serre-Ponçon qui a été choisi pour l'annonce du plan eau. C'est un exemple, il y en a d'autres. Il y en a un qui vous est cher, monsieur le rapporteur, je sais, avec le bassin Adour-Garonne, hein, et les contrats de coopération qui ont été signés en 2020-2022, dans lesquels on reconnaît que l'eau doit servir à autre chose, aussi à l'irrigation et pas seulement à la production d'électricité. Peut-être encore un chiffre, puis j'arrêterai avec les chiffres après, je vous le promets, mais c'est aujourd'hui 70% de nos concessions EDF, hein, qui font autre chose que simplement de la production d'électricité. Plus de 2/3 de nos concessions font déjà, pas seulement, de la production d'électricité. Donc autant dire que le multi-usage, c'est vraiment dans notre ADN. Et bien sûr que pour nous, c'est absolument essentiel. On réabordera la question de l'acceptabilité, mais bien sûr, on en a conscience. Et puis, encore une fois, c'est plus qu'on a conscience et on le fait pour l'acceptabilité. C'est aussi, cette gestion de l'eau, elle est clé pour le pays et pour tous ses usages. Alors, vous vouliez aborder le point de est-ce que le changement climatique a un impact sur la ressource en eau? Oui, ce serait idiot de vouloir le nier. Il a un impact qu'on maîtrise bien à travers l'augmentation des températures qui va augmenter l'évaporation, l'évapotranspiration, et donc ça diminue la ressource en eau qui... Oui, allez-y, interrompez-moi, c'est bon. Alors, je termine. 3 minutes? Ah oui, bon, d'accord. Et puis, la baisse des précipitations, ça c'est sans doute plus difficile à capter. Mais oui, nous, notre estimation, c'est à peu près 1 TWh de moins par décennie sur nos ouvrages, donc par rapport à une production annuelle à peu près aujourd'hui de 40-44 TWh. Mais je voudrais quand même revenir sur l'hydroélectricité. Pour nous, c'est l'outil idéal de lutte contre le changement climatique par 2 biais. Un, ça permet de limiter notre impact sur le changement climatique à double titre, hein, d'ailleurs, on pourrait presque dire que c'est une énergie renouvelable au carré, puisqu'elle n'émet pas de CO2 et elle permet d'insérer plus d'énergie renouvelable intermittente. Donc c'est vraiment un outil idéal pour limiter notre impact. Et puis elle ne fait pas que limiter notre impact sur le changement climatique, c'est aussi un outil de résilience, on le voit à travers le multi-usage, le stockage d'eau et d'électricité qu'on peut faire. Et elle a un potentiel de développement qui est réel et qui existe, mais on y reviendra. Merci, Madame Verger. Monsieur Cyril Delprat, Société hydroélectrique du Midi. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs, donc merci pour nous donner ce champ d'expression sur ce sujet. Donc, en 2 mots, la CHEM, Société hydroélectrique du Midi, 3e producteur français d'hydroélectricité, filiale du groupe Engie, qui est lui-même le 2e producteur hydroélectricité français. Donc c'est 56 usines, 12 barrages répartis sur le Grand Sud-Ouest, donc chaîne des Pyrénées et Massif central. Principalement des actifs de haute et moyenne chute, ça veut dire lac et éclusée, ça veut dire flexibilité. L'hydroélectricité, première énergie renouvelable, mais stockage d'énergie, flexibilité, complémentarité avec le photovoltaïque et l'éolien, donc un rôle crucial aujourd'hui, mais encore plus demain. Deuxième caractéristique pour la CHEM, au-delà de la production d'électricité, à l'image de ce qui a pu être dit par Madame Verger, contribution à l'alimentation en eau des territoires en aval. Au niveau de la CHEM, on a cette activité-là depuis des décennies, puisqu'on produit de l'énergie depuis presque 100 ans, et on le couple avec aussi cette fourniture d'électricité, d'eau en aval. Le plateau gascon que vous connaissez sur le bassin Adour-Garonne
est en une impasse hydrique et a besoin d'être alimentée, ce à quoi nous contribuons. Et pour l'illustrer, quelle quantité d'eau nous fournissons dans les périodes d'étiage pour aider les territoires. Le volume de nos 12 barrages et des retenues associées, quand on en fait la somme, si on met ça en rapport de l'eau que nous fournissons en été, c'est 60% de ces volumes de nos lacs que nous fournissons en été. Donc nous sommes déjà très présents sur ce sujet. L'hydroélectricien est au croisement de ces deux enjeux majeurs aujourd'hui et encore plus demain, puisque le bassin Adour-Garonne fait partie des zones en tension et qui le sera sans doute parmi les plus en tension encore demain. Donc nous contribuons et nous devons continuer à contribuer. Il y a des questions qui doivent se poser sur les arbitrages de ce multi-usage, comment on les fait. L'année 2022 en est un bon exemple, avec des injonctions contradictoires entre garder l'eau pour produire l'hiver parce que risque de coupure, et puis fournir de l'eau l'été puisque sécheresse extrême. Des questions qui se poseront aussi lorsque les prix de l'élec vont rediminuer, bien sûr, sur le modèle économique associé, qui doit être réfléchi avec nous, acteurs hydroélectriciens. Pour ça, il y a une condition à réunir, c'est qu'il faut de la visibilité sur ce sujet de devenir des concessions hydroélectriques qui durent depuis bien longtemps. Il y a eu un pas de fait avec la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, et on vous en remercie, qui permet de maintenant pouvoir investir avec plus de facilité. Donc c'est très positif, mais on est encore dans cette situation et il faut encore avancer. Et avec étant donné qu'on est le petit acteur des trois acteurs, on a le souhait d'être toujours là puisqu'on est là depuis longtemps et qu'on a la prétention d'assumer notre mission, le faire avec équité aussi également, bien sûr. Voilà. Merci, vous avez bien respecté votre temps de parole. J'ai laissé la parole maintenant à Madame Laurence Bory-Bancel, la Compagnie nationale du Rhône. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs, je suis ravie d'avoir été conviée à cette table ronde sur un sujet qui nous mobilise et qui est au cœur de nos préoccupations, la gestion durable de l'eau et ses enjeux au regard du réchauffement climatique. Et évidemment, nous partageons l'idée d'agir ensemble de manière concertée pour préserver les usages et l'environnement. Donc c'est pour moi l'occasion de parler de CNR et d'expliquer ce qu'est CNR et de faire partager notre modèle et nos ambitions pour la gestion globale du fleuve Rhône, puisque la Compagnie nationale du Rhône, on lui a confié la gestion du Rhône. Et on nous l'a confié il y a près de 90 ans. Et cette gestion a été confirmée l'année dernière pour 20 années de plus grâce à la loi Aménagement du Rhône qui a été promulguée le 28 février dernier. Donc qu'est-ce que CNR? Je pense que c'est important de le dire. C'est d'abord le premier producteur français à 100% renouvelable avec un triptyque eau, vent, soleil. On représente avec un seul fleuve 25% de l'hydro française, de l'hydro au fil de l'eau, avec ses spécificités, j'y reviendrai. Nos missions, donc aucun fleuve au monde en fait ne dispose d'un mode de gestion comparable à celui de CNR, puisque nous devons garantir la gestion optimale de la ressource en eau de manière holistique. C'est-à-dire qu'on a 3 missions qui sont dévolues par la loi: la production d'hydroélectricité, la navigation et l'irrigation des terres agricoles. Et ces 3 missions sont indissociables. Notre actionnariat est également spécifique puisque les territoires ont une place importante dans notre actionnariat. Les territoires représentent 17% de notre actionnariat. Et dans la gouvernance, ils ont leur place, comme la Caisse des dépôts et des consignations et notre actionnaire industriel, Engie. Notre modèle industriel est aussi spécifique puisque c'est un modèle industriel et redistributif. Et nous avons notamment une redevance sur l'électricité produite qui est proportionnelle au prix de l'électricité captée. Autrement dit, plus on capte de l'électricité chère, plus la redevance est élevée, avec un seuil de 80% pour la partie de l'électricité dont le prix est supérieur à 80 € par mégawattheure. Donc en quelques chiffres, pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, qu'est-ce que c'est CNR? Donc producteur au fil de l'eau, c'est-à-dire que nous turbinons l'eau qui nous est donnée, on ne la stocke pas. Emmanuel, en amont, stocke l'eau pour nous dans ces barrages, mais la neige dans les montagnes est aussi un moyen de stockage, et bien évidemment le lac Léman en amont du Rhône. Donc nous avons 20 centrales hydroélectriques et 19 barrages au fil de l'eau, qui produisent 13,6 TWh, comme je l'ai dit, environ 25% de l'hydro française.
Mais CNR, c'est aussi 330 km de voies navigables avec 14 écluses. Ce sont 17 sites industrialo-portuaires le long du Rhône. C'est 1400 emplois salariés et 14 000 emplois indirects. Nos enjeux s'inscrivent dans l'objectif national de transition énergétique et écologique et d'indépendance énergétique de la France. D'abord, accélérer le développement de nos actifs renouvelables. Et dans le cadre de la prolongation de la concession, on y reviendra, nous avons 500 millions d'euros de travaux à réaliser, et notamment un 20e ouvrage sur le Rhône, en amont de la confluence avec l'Ain, que nous devons étudier et autour duquel il y aura une concertation. La question de l'acceptabilité que vous évoquiez sera clé. Continuer à développer de l'éolien et de photovoltaïque aussi. Optimiser les usages du Rhône. Il faut que je m'arrête. Je le détaillerai tout à l'heure. Maintenir le lien de confiance avec les territoires, parce qu'ils sont vraiment clés dans notre concession, et également être un acteur de l'innovation. Merci, Madame Bory-Bancel. Donc maintenant, c'est Monsieur Jean-Marc Lévy, donc secrétaire général de France Hydroélectricité. Merci beaucoup. Bonjour Mesdames, Messieurs. Merci pour cette initiative et pour votre invitation. Et ce que je vous propose de faire, c'est de vous lire le propos introductif de 3 minutes que Christine Etchegoyen avait prévu. 20%, soit une production de 12 TWh, c'est la consommation de 5,3 millions de Français. C'est le potentiel de développement de l'hydroélectricité si nous nous donnons les moyens d'agir. Suffisamment pour nous passer du charbon et du gaz lors des pics de consommation en hiver. Suffisamment pour faire un pas en avant vers un mix plus soutenable. Il y a environ 2300 petites installations sur les cours d'eau de nos territoires et la qualité de ces installations contemporaines est le fruit d'un savoir-faire industriel français ancien. Leur durabilité est centenaire grâce à des opérations de maintenance et de modernisation régulières en font un don pour les générations futures. Aujourd'hui, la production d'électricité alimente l'équivalent de 27 millions de Français et pourrait en alimenter 1,8 million supplémentaires d'ici 2028 si on nous permet d'atteindre nos objectifs. Mode de production le plus décarboné, il est aussi l'un des plus efficaces avec un rendement énergétique avoisinant les 90%. Une électricité qui participe à l'autonomie énergétique des territoires puisque la majorité de la production alimente les collectivités avoisinantes. Par ailleurs, nous savons les enjeux géopolitiques qui existent autour des métaux rares dont notre mode de production ne nécessite aucune importation. Pas de pollution, une énergie décarbonée. De nombreux sondages ont montré quelle est l'énergie préférée des Français. Conscients de l'importance du cadre réglementaire pour que nos activités aient le moins d'impact sur les écosystèmes, nos installations sont depuis quelques décennies les plus conformes à toutes les exigences de la loi, notamment pour assurer la continuité écologique. Qu'il s'agisse des passes à poissons ou d'une meilleure gestion collective des usages, en bonne entente avec toutes les parties prenantes du cours d'eau, nos adhérents s'attachent à ce que nos installations contribuent à la biodiversité. Et contrairement à ce que peuvent penser certaines associations minoritaires, elles n'ont pas le monopole de l'amour de la faune et de la flore qui peuplent nos rivières. Seulement, nous sommes conscients de la gravité des faits qui nous réunissent pour cette mission concernant la gestion durable de l'eau. Si nous sommes bien entendu inquiets quant à l'impact sur la production d'électricité due à la diminution des débits, nous sommes peut-être encore plus inquiets de la perturbation du cycle de l'eau et de ses effets. Car oui, nous sommes les premiers à le constater, le dérèglement climatique détraque nos rivières et si certaines de nos installations ont déjà eu leur lot de crues et de sécheresses, ce qui n'était qu'une exception devient la règle. C'est pour cela que nous devons user de tous les moyens à notre disposition pour nous adapter à cette réalité. Nos installations sont majoritairement des ouvrages au fil de l'eau, ce qui les rend particulièrement tributaires du régime hydrologique de la rivière sur laquelle elles se trouvent. Pourtant, même si les capacités de stockage des retenues de nos petites centrales sont minimes, leur intérêt est plus que crucial pour certaines collectivités qui, à l'image de l'été passé, ont pu en profiter. Ainsi, nos centrales sont autant de sentinelles qui participent à réduire les impacts de la sécheresse en assurant une disponibilité limitée mais essentielle de l'eau. Seulement, si nous avons aujourd'hui à notre disposition les moyens techniques et politiques pour concilier ces deux usages, de production d'énergie et de stockage de l'eau, nous devons créer une nouvelle politique de l'eau, une politique qui répartit équitablement l'accès aux 3 piliers de nos usages, l'eau potable, l'eau comme bien de consommation pour nos industries et notre agriculture, et l'eau comme moyen de production d'électricité. Une politique qui mettrait donc autour de la table toutes les parties prenantes et s'appuierait sur une vision globale de sobriété et d'intelligence dans les usages, ainsi que sur une connaissance fine de nos cours d'eau.
Les experts existent et nous pouvons faire preuve de bon sens pour éviter que dans un avenir proche, les conflits de l'eau ne soient monnaie courante. Il est donc nécessaire de réfléchir à de nouvelles méthodes de concertation pour éviter que certaines décisions aux conséquences lourdes sur notre production et sur la préservation de cette ressource ne soient prises. En témoignent les décisions de l'administration pour rehausser les débits réservés sans démontrer l'intérêt pour la biodiversité, mais qui génèrent un manque à gagner énergétique important. Ainsi, le risque serait pour notre activité que des choix arbitraires basés sur des idées reçues continuent à déstabiliser une activité dont les avantages pour la société sont indéniables. Merci, M. Lévy. Donc, la Fédération des moulins de France, M. Ekem. Oui, je présenterai peut-être la fédération très rapidement et ensuite M. Andreu pourra préciser des choses au niveau de l'électricité. Donc, simplement pour dire... 3 minutes. Hein. Oui, mais ça sera moins. Ouais. Simplement pour dire que nous fédérons un ensemble d'associations départementales, régionales et locales et que actuellement nous constatons que les moulins sont au cœur de 3 problématiques. La problématique patrimoniale, la problématique environnementale et à nouveau maintenant la problématique de production à partir de l'énergie hydraulique. Et là, nous sommes sur la possibilité de production hydroélectrique puisque de plus en plus de personnes nous sollicitent pour avoir le projet de production. Et je laisse la parole à M. Andreu. Au niveau des données sur l'hydroélectricité, les moulins représentent peu de production, n'allons pas nous comparer à nos voisins. J'insiste toutefois, c'est quand même le nombre important de moulins en activité, plusieurs dizaines de milliers, et quelques-uns commencent à produire de l'électricité, depuis d'ailleurs plusieurs décennies même, mais les moulins, c'était avant l'électricité. Je crois qu'il est bon toujours de le dire. Un moulin en lui-même, c'est quelques dizaines de kilowatts. Ça va faire sourire mes collègues à côté, mais c'est le nombre qui est là. Le changement climatique, nous le subissons comme tout le monde et nous commençons réellement à le subir et nous avons peu d'impact dessus. Le débit réservé, vous nous avez parlé des obligations. On respecte. Simplement, lors d'étiage, on se permet de dire attention à ce débit réservé qui réserve tout aux lits mineurs. Les biefs qui sont également alimentés doivent aussi être maintenus en eau pour un souci de sauvegarde de la biodiversité qui existe dans ces biefs. C'est une affaire de réglementation, même sans produire de l'électricité, il faut quand même maintenir cette vie. Enfin, je crois que nous voulons surtout insister, et ici c'est important, c'est le potentiel et le gisement hydroélectrique pour les moulins. Alors, on estime qu'une vingtaine de milliers de moulins existants pourraient être équipés et produire de l'électricité, toujours avec quelques dizaines de kilowatts. C'est un potentiel qui est, alors c'est peu, mais ce n'est quand même non négligeable. On a parlé, lorsque la loi d'accélération des énergies renouvelables était en discussion, la fourchette basse était estimée, ce que j'ai retenu des échanges qui ont eu lieu, à 300 mégawatts. C'est quand même le tiers d'un réacteur nucléaire, facilement disponible. Je voudrais insister là-dessus, et le génie civil est là. Il suffit d'équiper ces moulins s'ils veulent bien, si on leur permet de fonctionner. L'acceptabilité sociale est très forte. Il existe un capital de sympathie à l'égard des moulins, des fois nous en abusons même, mais je crois qu'il faut le dire. Et localement, alors je vais prendre ma casquette de petit élu local, je suis maire de ma commune également, je dirais simplement, mais comment peut-on promouvoir les énergies renouvelables dans leur ensemble, comme l'éolien et le photovoltaïque, si dans le même temps, on entrave l'utilisation de l'énergie hydraulique, notamment sur les sites existants, et c'est notre cas. Je vous assure que moi, sur ma petite rivière, il y a encore des moulins qui pourraient être équipés et ça passerait très facilement. Les gens sont tout à fait d'accord. L'absence de concurrence, l'absence de mise en concurrence pour les concessions électriques, les moulins sont peu concernés. On n'est pas sous le régime de la concession. Si on fait un parallèle quand même, la distinction est peut-être à faire entre la concession, l'usage d'une chute et la propriété foncière qui est annexé. Parce que quand même, celui qui équipe un ouvrage est obligé de faire l'acquisition du foncier autour. Je ne sais pas si nos voisins raisonnent comme nous, mais ils ne remettent pas tout en cause. C'est peut-être pour nous, ce serait une piste. Continuité écologique. Les moulins ne modifient pas le débit d'un cours d'eau. Ils ne prélèvent pas d'eau, ils se contentent de la faire travailler. Donc déjà, voilà. Alors, rétablissement de la continuité écologique,
pour permettre la libre circulation des poissons migrateurs, transfert des sédiments. Bon, en général, les moulins représentent des ouvrages qui sont peu impactants. C'est des hauteurs de chute inférieures à 2 mètres. Les poissons migrateurs ne sont pas spécialement quand même gênés par les moulins. Il faut arrêter avec ça. Les anguilles remontées et c'est pas les moulins existaient déjà depuis longtemps. On n'aura pas le sujet de oui, mais enfin bon. Le transfert des sédiments, si les sédiments circulaient pas de l'amont vers l'aval, il y a longtemps que les moulins seraient totalement ensablés. Ça se fait naturellement à travers une roue, voire une turbine, et on a des organes de décharge permettant de le faire. Serponçon, tout à l'heure, Madame Berger y faisait allusion. Il est prévu que je connais quand même un peu la région, j'y étais, dans 500-600 ans, il sera comblé. Nous, ils existent depuis 500-600 ans et ils sont toujours en état de fonctionnement. Voilà. Bien, merci de vos propos liminaires. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur le rapporteur Hervé Gillet pour quelques questions. Et puis ensuite, vous répondrez aussi de façon succincte pour qu'il y ait un débat interactif, parce que mes collègues auront également des questions à vous poser. Très bien, merci Monsieur le Président. Je vous propose d'aborder 3 questions, et puis on reprendra, si ça ne vous dérange pas, l'ordre un petit peu de présentation. Alors, bien sûr, ce qu'on souhaite mesurer aujourd'hui, c'est vraiment l'impact du changement climatique sur les prospectives que vous pouvez faire en termes à la fois de débit et d'hydroélectricité. Mais derrière cette question, il y a aussi la question de l'adaptation aussi de vos installations. Nous aimerions aussi avoir un retour par rapport à ça. Et puisqu'on parle aussi de l'adaptation et de l'optimisation, derrière l'optimisation, aujourd'hui, est-ce que vous avez des scénarios d'amélioration à la fois de la ressource, du stockage éventuel? Est-ce qu'il y a des roses possibles? Est-ce que l'amélioration des matériels permettrait aujourd'hui d'envisager des process qui soient encore plus à la fois vertueux, mais surtout qui permettent de rendre des usages encore plus intéressants que ceux que vous avez pu décrire aujourd'hui? Sur le soutien d'étiage, qui est un sujet que nous avons pu travailler avec certains. Sur le soutien d'étiage et les débits réservés, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir votre regard sur le règlement, les évolutions réglementaires éventuellement que nous pourrions travailler, débits réservés, DOE. Il y a aujourd'hui des débats sur effectivement ces sujets-là. Je peux témoigner d'un travail de qualité, je tiens à le souligner, qui a pu être fait notamment sur le bassin Adour-Garonne et qui montre que la discussion, la négociation et l'implication de l'ensemble des acteurs sur des positions de responsabilité nous permettent de trouver des chemins qui sont effectivement intéressants. Mais j'aimerais bien aussi avoir votre regard et votre éclairage par rapport à ça. Et donc, revenir effectivement sur ces scénarios prospectifs et nous donner donc ces éléments peut-être de vision que vous pouvez avoir sur les potentiels, mais en couplage bien sûr avec les besoins que vous avez à gérer, notamment sur les soutiens d'étiage. Je vous en prie. Je laisse place à Monsieur Guijan. Merci beaucoup de cette question. Alors effectivement, j'avais dit que je reviendrais sur le potentiel de développement. Pour nous, d'ailleurs, maintenant, alors, ça suppose de régler, mais on y reviendra peut-être après, le sujet des concessions. Mais on a un D'accord. Donc, je fais l'hypothèse que ça puisse être réglé rapidement. Effectivement, nous avons un potentiel. Ça suppose, si je puis me permettre une petite incise, qu'évidemment, dans les cahiers des charges et tout le processus, s'il y avait donc une remise en marché, si je puis m'exprimer ainsi, les choses soient correctement, on va dire, à la fois indiquées dans les obligations, etc. C'est très clair. Juste sur le potentiel de développement, donc on distingue, nous, un potentiel d'augmentation de puissance sur nos installations existantes, soit par des machines plus efficaces, soit parce qu'à certains endroits, on avait même en fait déjà prévu au moment des constructions de certaines usines la possibilité de rajouter un groupe de production. Et donc, ce potentiel de développement, aujourd'hui, nous, on l'évalue à peu près 500 mégawatts d'ici 2030-2035. On ajoute à ce potentiel de développement
développement 1,5 gigawatts, donc 1500 mégawatts de STEP, donc c'est stations de transfert d'électricité par pompage. Et puis, vous l'avez mentionné, oui, nous avons aussi des possibilités, bien sûr, de rehausse de barrage. Donc là, pas nécessairement une augmentation de puissance, mais en revanche, une augmentation de quantité d'eau stockée, donc de quantité d'électricité potentiellement stockée. D'accord ? Donc là, on est plutôt sur de l'augmentation d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'électricité qu'on peut produire en global sur l'année, plutôt qu'une augmentation à l'instant T de la puissance. Voilà, mais il y a bien ces trois potentiels de développement qui sont importants. J'ai parlé du potentiel à horizon 2035 et ensuite on a encore à peu près l'équivalent sur la décennie qui suit. Vous évoquez les rehausses, vous pouvez nous les préciser aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, dans les potentiels de rehausse, ce qu'on étudie sont plutôt effectivement, en ce qui nous concerne, dans la partie sud-ouest. Mais on peut en étudier d'autres. Voilà. Très bien. Sur cette partie, Sur cette partie, c'est bon. Très bien. Monsieur Cyril Delprat. Donc sur la partie impact réchauffement climatique, différentes études menées, vous en avez parlé au niveau du bassin Adour-Garonne, notamment par l'agence de l'eau, mais les thèses qu'on a pu réaliser aussi sur nos propres vallées, parce que d'une vallée à l'autre, les impacts varient selon les expositions notamment. Pour ces barrages d'altitude, moins de 10% de précipitations estimées à horizon 2050, avec une hypothèse de plus de degrés de réchauffement en termes de température. Une baisse de l'enneigement de l'ordre de 30 à 50%. L'ensemble combiné, la projection sur notre productible et donc sur notre production est une baisse de l'ordre de 20%, donc ce qui est significatif, cohérent avec les événements qui sont devant nous, mais qui laisse malgré tout une place de production toujours très importante et un rôle majeur pour pouvoir accompagner ce besoin de flexibilité. En termes d'adaptation des installations, comme je viens de le dire, moins d'eau, moins de neige. Pour ce qui nous concerne à notre échelle, on étudie ce sujet de réhausse de barrages, mais aujourd'hui on le voit plutôt à la marge. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de le dire, moins d'eau à stocker. Et donc, exactement. Voilà, il faut en avoir le besoin. Et aujourd'hui, il est plutôt à la marge sur les installations qui nous concernent, pour les raisons que je viens d'expliquer. Après, en matière de développement, effectivement, step potentiel, toujours à la marge de notre taille. On a parlé de petit hydro, Jean-Marc Lévy en a parlé. C'est à considérer évidemment aussi quand on aura des efforts à faire encore plus forts sur la partie étiage. Il faut qu'on puisse compenser avec de l'énergie. Donc c'est important de pouvoir développer. Ce que je voulais souligner, c'était qu'à la maille du bassin Adour-Garonne, comme vous l'avez indiqué, il y a un travail déjà de qualité qui a été fait, qui projette qu'à horizon 2050, il y aurait un déficit hydrique de l'ordre de 1,2 à 1,4 milliard de mètres cubes d'eau, ce qui est considérable. Le travail qui a été fait embarquant les hydroélectriciens, donc EDF bien sûr, et la CHEM, montre qu'on pourrait avoir une contribution supplémentaire de l'ordre de 150 à 200 millions de mètres cubes d'eau, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme, mais on voit qu'il en manque beaucoup. Donc voilà, il faut que les efforts soient évidemment répartis et entre tous les acteurs, c'est incontournable. On en sera un d'entre eux. Mais voilà les proportions qui sont projetées à la maille du bassin Adour-Garonne. Donc vous parliez de DOE tout à l'heure. Ça fait partie des choses qu'il faut questionner aussi, même si c'est difficile, bien sûr, parce que l'équation est difficile. Si vous me permettez, sur ce sujet-là, mais on pourra aussi rebondir. On voit que plus on affine les modèles, meilleur est bien sûr le pilotage. Et donc ça, c'est une question qui est aussi sur la table. Ça veut dire une meilleure connaissance, comme je l'indiquais précédemment, au travers à la fois d'indicateurs, mais à la fois au travers d'études aussi plus approfondies. On a vu qu'avec le BRGM, en fait, aujourd'hui, on ne connaît pas forcément, d'ailleurs, toutes les capacités en fait, des nappes
aujourd'hui, elles ne sont pas forcément toutes connues, mais c'est juste un exemple qui peut être donné. Donc le fait d'améliorer aussi le pilotage, que ce soit sur la ressource et la consommation, est absolument pour nous essentiel. Donc je ne sais pas si vous partagez aussi ces sujets-là. Et donc tout le débat autour du DOE aussi, du soutien d'étiage et du débit réservé, justement, questionne aussi la connaissance que l'on peut avoir et le fait de pouvoir avoir un pilotage qui soit le plus fin possible. Donc il y aura sans doute au niveau du rapport des propositions qui seront faites sur le sujet. Monsieur Delprat, très bien. Madame Laurence Bory-Brancel, donc pour la Compagnie nationale du Rhône. Oui, donc sur le premier point de l'impact sur le changement climatique, donc on peut dire que déjà on l'observe, c'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est des variations très importantes d'hydraulicité. Juste un exemple, l'année dernière, donc la sécheresse nous a impacté. On a 3000 MW installés sur le Rhône. Quand tout va bien, on produit l'équivalent de 2700 MW de puissance. Début septembre, on était capable de produire avec l'eau que nous donnait le Rhône 230 2700. Donc, concernant l'impact du changement climatique, donc il y a une étude qui vient de sortir, faite par l'Agence de l'eau, et qui est toute récente et qui montre effectivement les impacts du changement climatique sur le Rhône à l'horizon 2055. Ce que montre cette étude, c'est que en fait, le débit moyen du Rhône ne semble pas évoluer énormément. Par contre, on aura vraiment beaucoup d'eau en hiver et pas assez d'eau en été, si je puis m'exprimer ainsi. On voit que les débits d'étiage sont déjà impactés depuis 1960, ils sont déjà impactés de moins 7% à l'amont jusqu'à moins 13% à l'aval, mais qu'à l'horizon 2055, ce débit d'étiage pourra être impacté à nouveau de moins 20% à l'aval. Par contre, en hiver, on aura plus d'eau. Donc ça, ce sont les conclusions de cette étude. Ce que cette étude montre aussi, c'est qu'il y aura moins de précipitations solides, moins de neige. Donc déjà, on observe que depuis 1960, sur les massifs qui alimentent le Rhône, on a déjà moins 10% de précipitations neigeuses. Et ce que dit l'étude, c'est qu'à l'horizon 2055, on pourrait avoir de moins 20 à moins 40% de neige. Ce qui veut dire que ce stock en fait, d'eau qu'on avait en hiver de manière naturelle, on ne l'aura plus. Donc l'impact climatique, il est là. Et en termes d'adaptation, ça veut aussi dire que dans notre manière d'exploiter, il faut qu'on soit plus flexible de manière à être capable de turbiner l'eau quand elle est là. Puisqu'encore une fois, le fil de l'eau, il turbine l'eau que le fleuve veut bien lui donner. Sur la question du développement, donc j'en ai touché 2 mots dans mon propos introductif. Dans le cadre de la prolongation de notre concession, nous sommes tenus de faire un certain nombre d'investissements sur le Rhône. Et donc, il est prévu, outre le 20e aménagement que j'évoquais tout à l'heure, qui est un aménagement qui serait d'une puissance de 37 MW, qui produirait 140 GWh, soit la consommation d'une ville de 70 000 habitants. On a le projet également de construire des petites centrales hydrauliques, donc sur 6 de nos installations existantes. Alors nous, quand on dit petites centrales hydrauliques, ça veut dire entre 5 et 10 MW. Donc ça veut dire en gros 100 GWh de production en tout. Donc on a l'intention, conformément à notre cahier des charges, de construire ces 6 petites centrales hydrauliques. On a aussi le projet d'augmenter la capacité d'un de nos aménagements. Donc c'est l'aménagement de Montélimar, où on va d'une part augmenter la hauteur d'eau et d'autre part changer des turbines de manière à augmenter la production. Et donc ce sont des développements qui devraient nous permettre de produire donc 0,5 TWh de plus par an et d'installer 100 MW de puissance en plus. Donc le Rhône va être, on va dire, équipé de manière à délivrer davantage d'électricité. Merci Madame. Juste avant de passer la parole à Monsieur Lévy, pour vous dire aussi qu'une des réflexions aujourd'hui, c'est bien évidemment d'améliorer
si ce n'est le stockage, mais la capacité de pouvoir aussi développer des stockages naturels, bien sûr les zones humides. Et on voit bien que, en fonction de l'approche climatique, c'est particulièrement pertinent, puisqu'effectivement, dans beaucoup de bassins, on va avoir des pluviométries plus importantes à certains moments et plus faibles, effectivement, à d'autres. Et toutes les stratégies à ce niveau-là sont intéressantes pour voir comment on peut améliorer le stockage, voire même de la réinfiltration au niveau des nappes. Donc voilà, c'est un sujet aussi que l'on met sur la table. Monsieur Lévy. Pardon. Effectivement, donc le changement climatique nous préoccupe grandement, mais si on est vigilant, on est raisonnablement inquiet en fait. Notre inquiétude, elle porte davantage sur le rythme du réchauffement climatique qui semble s'accélérer. Donc effectivement, vous l'avez dit, il y aura plus d'eau à certains moments et à certains endroits, et donc plus de crues, et moins à d'autres, et donc des étiages plus forts et plus longs, et Madame Bory-Bancel l'a rappelé. On est assuré quand même d'une certaine résilience de nos ouvrages. La filière peut s'adapter, dans une certaine mesure évidemment. On peut dans certains cas étendre les plages de fonctionnement par du suréquipement, de l'automatisation. Enfin, il y a plein de solutions. Donc c'est une adaptation certes relative, mais qui existe. Et je voudrais juste l'illustrer. J'ai regardé pour préparer cette table ronde sur un parc de 30 centrales dans les Vosges sur les 20 dernières années. Il y a 2 périodes de 10 ans, donc 2002-2012, 2012-2022. Et bien la baisse de production sur ce parc-là, entre ces 2 périodes, est de 0,26%. Donc non significative à ce stade. Ce que je voudrais dire, c'est que la petite hydro, c'est vraiment de la haute couture. C'est-à-dire que tout est dimensionné par rapport aux enjeux environnementaux du site. Et on l'a rappelé en introduction, mais avant d'arriver dans l'océan a beaucoup d'usages, dont la production hydroélectrique. Et il faut vraiment réfléchir en termes de parcours de l'eau pour optimiser tous les usages. Quand il y a des seuils, l'eau stagne un peu et donc cela s'infiltre davantage. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les retenues sont des milieux écotones, c'est-à-dire riches en biodiversité et des refuges pour les poissons. Alors, sur le débit réservé, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas gaspiller l'eau, mais il ne faut pas gaspiller les kilowattheures non plus. Un débit réservé, c'est une perte systématique d'énergie renouvelable, parfois sans gain pour l'environnement. Et c'est ça le problème. Il faut préserver au maximum le productible et que les débits réservés ne soient relevés que lorsque c'est réellement indispensable. Parce qu'on est tout à fait d'accord pour les relever lorsqu'il y a effectivement des données scientifiques qui montrent que le débit actuel n'est pas suffisant. Mais il faut beaucoup de vigilance sur cette question-là. Et aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus souvent, les relèvements de débit réservés sont assez systématiques parce qu'on est vu par la direction de l'eau comme un obstacle à la continuité écologique. Et sur ces questions-là, on ne peut pas dire que la direction de l'énergie nous soutienne beaucoup. En termes de scénarios prospectifs et de potentiel de développement, mon propos introductif était centré là-dessus, mais le potentiel de développement, il est de 12 TWh, soit 20% en plus. Et en termes d'objectifs, en revanche, de développement, soutenables par la filière, on propose, alors là, ce sont les chiffres filières, donc travailler avec nos collègues au sein de l'UFE et au sein du syndicat des énergies renouvelables, mais on propose donc plus 625 MW à 2028. Donc, en nouveaux ouvrages, ça représente 300 MW, c'est à peu près 240 en nouveaux ouvrages et 60 en seuil existant, en équipement de seuil existant. L'augmentation de puissance à l'occasion des rénovations d'ouvrages pour 100 MW. Et puis, les augmentations de puissance des concessions à l'horizon 2028, le chiffre est de 210 MW. Et puis, plus 790 MW entre 2028 et 2033. Mais on vous fera passer tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Ekem et Monsieur Andreu. Donc, pour terminer, oui, Monsieur Andreu. Les moulins ne peuvent prétendre à faire du soutien d'étayage, ils sont tous au fil de l'eau. Par contre, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Attention au débit réservé. Je rejoins entièrement ce que disait Jean-Marc Lévy. Protection de la biodiversité. Je parlais des biefs existants sous prétexte de maintenir un débit réservé. Faisons attention quand même à laisser de l'eau dans des biefs existants. Nos petites retenues également, dans la mesure où elles ont une riche biodiversité. Elles alimentent les nappes phréatiques et notamment les zones humides. Si vous abaissez la retenue amont d'un ouvrage qui est en amont, automatiquement la surface qui est couverte par cette retenue va se rétrécir et vous aurez une zone humide qui sera inévitablement impactée. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant également là-dessus. Voilà ce que l'on peut dire, nous, pour
Et je reprendrai après le prospectif, j'en ai parlé tout à l'heure. Bien, merci beaucoup. Peut-être à ce stade de la discussion, on peut demander à nos collègues s'ils ont des points particuliers ou des questions à poser à nos invités. Peut-être juste une question, Cyril Pellevat, je suis sénateur de la Haute-Savoie. Et nous avons sur le territoire, je pense certains le savent, un projet de centrale, enfin qui est même plus qu'un projet puisqu'il a abouti, donc à Sallanches, qui a été attaqué par France Nature Environnement. Et pour le coup, le juge administratif a donné raison. On est aujourd'hui dans une procédure où on doit annoncer le démontage. Donc c'est 6 millions d'euros d'investissement, 10 millions d'euros pour la défaire. Et pour le coup, les raisons abordées sont la biodiversité. Donc ma question est, alors on parlait tout à l'heure des diverses préoccupations, de l'acceptabilité et autres. Pensez-vous pas que s'il devait y avoir une jurisprudence, derrière, ça mettrait en péril tous les projets de développement ou d'extension? Et deuxième des choses, si on devait avoir gain de cause, est-ce que derrière, il n'y aurait pas un moyen d'associer, ou du moins, quelles seraient les préconisations qui pourraient être émises pour, en tout cas, travailler peut-être conjointement avec des associations qui parfois ont une mauvaise connaissance, mais attaquent tout par volonté, et peut-être des juges qui sont peut-être complaisant, et on le voit sur de nombreux dossiers, notamment d'autres dossiers liés à l'eau comme retenue collinaire et j'en passe. Voilà. Bonjour, Daniel Breuillet, sénateur du Val-de-Marne. Juste une remarque avant de poser ma question. Le sujet de biodiversité est un véritable sujet. Donc la question est vraiment celle des arbitrages entre un ensemble de besoins, préserver les milieux et la ressource, fournir de l'énergie, pouvoir servir l'agriculture et puis d'abord servir aussi évidemment la consommation d'eau potable. Moi, je voulais savoir si vous aviez des remarques sur les bonnes pratiques pour soutenir l'acceptabilité. C'est-à-dire si vous avez les bons exemples des structures qui permettent le dialogue justement entre les associations de défense de la nature, les fournisseurs d'électricité, les agriculteurs et les industriels, enfin, disons, la diversité des consommateurs, dont les collectivités territoriales, évidemment. Moi, j'ai juste une... Pardon, Florence. Oui, merci beaucoup et merci pour tous ces éléments. Un petit peu ma question rejoignait celle de mon collègue, en effet, sur les bonnes pratiques, notamment au moment de la concertation, pour qu'on n'arrive pas à ces situations post-édification de la structure avec une décision qui, sans doute, est étayée, n'est pas forcément... repose pas forcément sur des idées reçues, non, mais mais je pense que le travail amont est absolument indispensable pour sécuriser davantage les ouvrages. Et est-ce que c'est une perspective sur laquelle vous travaillez, améliorer la qualité de ce travail amont? Et peut-être une autre question, je connais un peu mieux la CNR puisque c'est mon territoire. En fait, on voit bien en réalité que l'hiver, la production d'hydroélectricité ne posera pas problème. Et finalement, la CNR a bien anticipé cela puisqu'elle produit aussi d'autres ENR, notamment le solaire, qui est amené à compenser l'été. Donc, est-ce que sur les autres structures, vous avez aussi cette démarche-là pour compenser avec d'autres ENR l'été, l'hydroélectricité forcément qui est un peu plus faible sur cette période? Merci. Moi, j'ai juste une question sur l'accroissement de la hauteur des barrages, puisque s'il pleut plus l'hiver, est-ce qu'on a déjà une idée du pourcentage de la hauteur qu'il faudrait pour garantir un stockage plus important ou pas, ou si c'est simplement en fonction des lieux et au petit bonhomme de chemin, si je puis dire. Merci. Je vous propose que vous répondiez. Voilà. Donc sur Sallanches, effectivement, monsieur le sénateur, si ça faisait jurisprudence, effectivement, il faudrait attendre que les recours soient purgés pour construire. Ceci dit, dans le dispositif de la loi accélération des énergies renouvelables, il est prévu une espèce d'assurance une fois l'autorisation donnée pour construire, et si l'autorisation était retirée ou annulée, l'assurance fonctionnerait. Sur les associations, écoutez, il n'y a pas de contestation des citoyens
soutien sur notre énergie, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Il y a une excellente acceptabilité locale des citoyens, des élus. C'est, je vous l'ai dit, l'énergie préférée des Français. La contestation, elle est le fait d'associations qui ont fait des recours leur métier, leur gagne-pain, en attaquant sans discernement, je l'assume, les autorisations. Et le problème, c'est qu'on a un État qui ne défend pas toujours ses autorisations. Ça pose quand même problème. Si vous me permettez, on connaît bien, et vos propos peuvent très bien défendre un point de vue qui est très particulier. Le problème qui est posé par mes collègues, c'est, OK, c'est la réalité peut-être de la situation que vous évoquez, mais comment on fait derrière ça? C'est-à-dire que quels sont les chemins pour aller vers une forme d'acceptabilité? Il y a aujourd'hui les PTGE qui sont évidemment questionnés sur leur intérêt, les projets de territoire. C'est ça le fond du sujet. Oui, alors je termine juste le propos sur l'État qui ne défend pas toujours ses autorisations au tribunal. Soit dit en passant, ça n'encourage pas les préfets à délivrer de nouvelles autorisations. Et c'est un État qui finance aussi ses associations. D'ailleurs, il y a déjà des élus dans votre territoire qui ont supprimé certaines subventions. La concertation en hydro, elle est très très large, elle est prévue par la loi, elle est à toutes les étapes. Et Salanches en était une illustration. Enfin, je veux dire, ils ont coché toutes les cases. Il n'y a aucun projet qui se fait dans le dos des associations. Nous, ce qu'on constate quand même, puisqu'il s'agit de France Nature Environnement en l'occurrence, sur leur site ou dans leur discours, ils soutiennent toutes les énergies renouvelables. Dans les faits, ils attaquent toutes nos autorisations. Et je voudrais juste dire qu'en hydroélectricité, pour obtenir votre autorisation, ça prend entre 2 et 7 ans. C'est très très lourd. Il faut vraiment montrer patte blanche sur tous les sujets, et qu'elle puisse être remise en cause parce qu'on vous dit que 400 kW, ce n'est pas d'intérêt public majeur, vous ne le démontrez pas assez. Voilà, donc là, alors, pour répondre à votre question, on n'a pas encore la solution. On essaie de faire notre maximum pour le concerter, mais souvent, d'ailleurs, ces associations ne sont pas autour de la table et sortent du bois voilà, le dernier jour du délai de recours. Vous n'êtes pas très optimiste, donc il faut être plus dur juridiquement. D'autres remarques, je vous en prie. Oui, peut-être juste sur l'adaptation au changement climatique. Bon, je pense qu'en ce qui concerne EDF, le fait qu'on ait un mix de production diversifié fait pas de doute. Bon, j'avais évoqué l'impact, moi, du changement climatique dans mon propos introductif, mais peut-être quand même, oui, est-ce que ça nous amène à nous adapter aussi dans notre gestion de notre parc hydroélectrique? Bien sûr. Par exemple, on a évoqué la baisse du stock de neige. Il y a la baisse et le fait qu'elles fond plus tôt. Pour nous, c'est des gestions. Alors, on a évoqué, je crois que c'est vous, Monsieur Gillet, qui avait évoqué la nécessité d'avoir une expertise pour piloter tout ça au mieux. Un lac, évidemment, il faut en fait qu'il arrive à la veille de la fonte des neiges, pas trop plein, sinon il va déborder quand la neige fond. Et c'est pas non plus ce qu'on veut, puisqu'on veut pas avoir. Je pense que évidemment, c'est pas l'objet. Donc oui, ça nous a amené nous à développer une expertise très pointue sur ce changement climatique pour en comprendre les effets. C'est pas toujours simple, mais pour pouvoir piloter au mieux, affiner le pilotage de nos ouvrages pour qu'ils permettent de stocker l'eau au moment où elle arrive derrière nos retenues et pour au maximum de ce qu'on sait faire avec nos barrages, retenir le moment finalement où elle va devenir salée. Parce que c'est ça qu'on fait avec nos barrages, c'est qu'on la maintient douce plus longtemps en fait. Et ça permet de produire de l'électricité au meilleur moment, mais ça permet aussi de disposer d'eau douce dans des quantités plus raisonnables et plus acceptables, enfin meilleures, plus importantes, au moment où on en aura le plus besoin. Et pour répondre à votre question, Monsieur le Président, sur la hauteur de la possibilité de rehausse de barrage, c'est du cas par cas. Ça va vraiment être du cas par cas parce qu'évidemment, quand on rehausse un barrage, on va aussi potentiellement augmenter la surface qui va être immergée. Donc évidemment, là, on va tomber sur des questions, en tout cas, qui sont à regarder vraiment au cas par cas, en fonction des besoins en aval, en fonction des caractéristiques de la zone dont on parle, des questions d'acceptabilité. Donc c'est vraiment du cas par cas. Peut-être aucune de programmée pour l'instant. Alors, nous, on a des projets quand même assez sérieux. Sérieux, mais alors, peut-être juste sur l'acceptabilité, parce qu'il a été dit tout à l'heure. Il y a aussi. Oui, sur l'acceptabilité, puisqu'il a été dit tout à l'heure que l'hydroélectricité était très bien acceptée. C'est vrai. Bon, pour nous, on se fait pas non plus trop d'illusions. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on n'a pas fait de développement majeur. Donc on n'a pas en tout cas, on sous-estime pas le fait qu'il y aura une opposition quand on va trouver la solution qui nous permettra de reprendre ce développement dont on est vraiment persuadé que le pays a besoin. J'espère que ça, vous l'avez compris. Dans les bonnes pratiques, quand même, on est très ancré dans les territoires. On a
et ne serait-ce que pour les questions de gestion d'étiage, une grande expertise dans la concertation avec toutes les parties prenantes. Et puis, on a développé un programme qui s'appelle Une rivière, un territoire et qui met l'accent, alors ça a été dit aussi tout à l'heure dans les propos introductifs, mais l'hydroélectricité, c'est d'abord une énergie qui est souveraine. Et nous, dans nos projets de développement, ce qu'il faut bien voir, c'est que EDF Hydro, c'est 5200 salariés, mais c'est 30 000 emplois indirects. Si on reprend le développement, ça sera même plus. Et c'est 60% des dépenses d'investissement qui seront le plus possible local, en tout cas française, mais le plus possible local. Et voilà, donc il y a aussi ce vecteur de développement économique pour nos territoires qui me paraît, qui sera clé dans l'acceptabilité. Et ce programme Une rivière, un territoire, il fait savoir ça, il aide aussi des entreprises locales à se développer. Et voilà, c'est peut-être une bonne pratique. En tout cas, ça, on essaye d'apporter autant que possible aux territoires dans lesquels on souhaite se développer. Je vais vraiment me faire l'écho de ce que tu viens de dire, Emmanuel, parce que je pense qu'effectivement, l'acceptabilité, elle n'est pas gagnée. Donc nous, on va... Ce nouvel ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, donc un nouvel ouvrage sur le Rhône, un 20e ouvrage, je pense que même si l'hydroélectricité et le NR préféré des Français, elle n'est pas acquise, et je suis complètement alignée avec ce que disait Emmanuel sur le fait que pour soutenir cette acceptabilité, il faut qu'il y ait un vrai bénéfice au territoire. Et c'est parce que le projet est un projet de territoire qu'on peut gagner et réussir les PTGE, à développer. en l'occurrence, sur lesquels on essaye aussi d'approfondir la réflexion politique au sens noble du terme, mais j'y reviendrai. Voilà, et donc, et effectivement, ce qui était décrit par Emmanuel, une rivière, un territoire, CNR, c'est vraiment ça, en fait, le Rhône et ses territoires. Enfin, d'ailleurs, on a une raison d'être qui est le Rhône pour origine, les territoires pour partenaires et les renouvelables pour l'avenir. Je vous en prie. Donc, je ne vais pas redire pas mal de choses qui ont déjà été dites. Effectivement, le sujet de l'ancrage historique est un facteur aidant fortement dans les relations locales. Reste... Merci. Voilà, donc c'est un premier point. Ensuite, il y a des instances qui aident à dialoguer, telles que les parlements de l'eau qui existent et qui sont des facteurs favorisants. Bon, néanmoins, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, on sait qu'on va vers une situation de tension qui va se renforcer. Donc le dialogue en amont, oui, c'est ce qu'on fait déjà. Voilà, je vais dans le sens aussi de ce qui a été dit par Jean-Marc Lévy. Les échanges sont parfois complexes avec les acteurs environnementaux, même si on fait, je pense, tous les meilleurs efforts et que, pour reprendre l'exemple que vous citiez, je pense que chaque dossier est un dossier particulier au regard de l'environnement qui lui est propre, d'espèces qui sont à un endroit et pas à un autre. Nous n'hésitons pas, même avant le dossier administratif lancé, à arrêter des dossiers s'ils ne nous semblent pas pertinents. Et je pense aussi que ça passe par là, que l'acceptabilité, elle passe par là, c'est-à-dire montrer qu'on est des acteurs sérieux et qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Et je pense que les acteurs qui sont autour de la table sont tous dans cette optique-là, quoi. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, sur la compensation de la tension de l'été, oui, on s'inscrit dans ce que vous indiquez. Alors nous, de notre côté, Chem, on ne fait pas de PV et d'éolien. On fait partie d'un groupe qui a des filiales qui font ça, Engie Green notamment, qui est à la pointe sur ces sujets-là et qui complète à la maille du groupe. Enfin, sur la partie barrage, donc je n'avais dit un mot tout à l'heure, à la maille de notre territoire, en tout cas sur celui sur lequel nous opérons, c'est des sujets qu'on regarde, mais c'est plutôt à la marge. Aujourd'hui, nous n'avons pas de déversement majeur qui justifierait, pour amortir les crues plus fortement, d'aller plus haut, étant entendu que le reste du temps, on aura plutôt un peu moins d'eau qu'on en a aujourd'hui, et que donc il faut pouvoir justifier de l'ensemble. Néanmoins, ça permet de souligner, à travers ce que vous avez pu indiquer, le rôle aussi des barrages dans la gestion des crues. Le rôle des barrages est de remettre en perspective l'histoire, et aujourd'hui, s'il n'était pas là, nous aurions aussi un certain nombre de difficultés. Donc,
Ce qui ramène aussi au fait d'avoir une approche sociétale à un moment donné et donc de prendre l'ensemble des externalités pour pouvoir juger de l'impact et de la pertinence d'un projet. Donc ça aussi, ça fait partie du débat aujourd'hui. Il n'y a pas qu'une clé d'entrée et toutes les externalités aujourd'hui au niveau des projets ne sont pas forcément véritablement intégrées pour permettre ensuite d'avoir une cristallisation décisionnelle qui soit la plus partagée possible. Donc il y a aussi un sujet. Je pense aussi, mais c'est aussi une interpellation à vous tous d'ailleurs, qu'en termes d'information et de communication, on n'a sans doute pas encore aujourd'hui fait ce qu'il fallait faire. D'abord parce que la communication institutionnelle est de plus en plus décriée et donc il faut y regarder d'un peu plus près. Ça veut dire si elle est de plus en plus décriée, comment on s'adapte derrière tout ça. Et que si on veut politiser le sujet de l'eau, là aussi au sens noble du terme, les stratégies d'information, de communication, de relation avec l'ensemble des usagers sont de plus en plus déterminantes. Tous les niveaux de responsabilité sont évidemment concernés, mais vous aussi, quelque part. Et donc, on voit bien que ces sujets sont encore trop faibles, ou du moins méritent d'être questionnés, comme quand je parlais de la communication institutionnelle. Excusez-moi, mais à chaque fois qu'on nous voit arriver avec un costard cravate et les documents qu'on met sur la table, il y a tout de suite un sentiment de méfiance. Il faut dire les choses comme elles sont aujourd'hui. Mais c'est un sujet qui est puissant, c'est un sujet qui est vraiment majeur aujourd'hui. Et ce n'est pas un détail. C'est pas un détail. On va aborder le sujet qui est le sujet sur l'évolution des concessions aujourd'hui pour avoir aussi votre regard, parce qu'il est important de rappeler que la Commission européenne donc, a mis en demeure, même la France, sur le fait qu'on est très en retard sur la mise en concurrence des concessions hydroélectriques. Vous connaissez les articles du traité qui sont concernés sur ces sujets-là. Donc, quelles sont pour vous les solutions juridiques, politiques pour surmonter justement ces difficultés ? Nous y sommes tous particulièrement sensibles parce qu'on voit bien les enjeux qu'il peut y avoir derrière le fait de maîtriser, d'avoir une prospective qui soit la plus assurée possible en fonction de l'ensemble des usages. Est-ce que vous avez des éléments particuliers peut-être à nous communiquer sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez des informations peut-être à nous donner sur les négociations qui sont en cours, même si là nous sommes dans le cadre d'un débat public ouvert et qu'effectivement on n'est pas en off. Mais je vous en prie, qui commence? Je commence. En tout cas, le message que je voudrais passer moi aujourd'hui, c'est que c'est absolument clé de trouver une solution qui permette de reprendre le développement. Ce développement, on a dit le potentiel, il existe, il est réel. Peut-être qu'on n'en avait pas besoin il y a 10 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment besoin de se mettre en position de pouvoir le développer et c'est maintenant qu'on en a besoin. Je l'ai dit, ça permet d'insérer plus de NR, ça permet de produire plus d'électricité au bon moment, évidemment de l'électricité sans émission de CO2, et ça permettra de faire, de toute façon, nous on n'a pas un seul de nos projets qui n'est pas conçu avec un angle multi-usage de l'eau. C'est une évidence. Jamais on s'est senti propriétaire de l'eau, donc ça pour nous c'est une évidence. Sur les solutions, oui, je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup plus aujourd'hui. On est en train de vraiment toutes les évaluer, essayer de trouver la plus adaptée. Mais ce que je voudrais passer comme message, c'est que pour nous, le statu quo, ce n'est pas une bonne option. Ce n'est pas une bonne option. Aujourd'hui, c'est bloquant pour la mise en œuvre du développement et du potentiel de développement qui est réel et qui pourrait entrer en service dans les années, dans la décennie qui vient. Et alors, il faudrait dire quoi? Vous avez le droit de dire que vous pouvez pas répondre. Non, mais voilà, je ne vais pas pouvoir en dire plus sur les solutions ou la solution, là où les solutions qui nous paraissent les plus adaptées. Évidemment, ce qu'on cherche, c'est des solutions qui permettent d'éviter les mises en concurrence et de maintenir les concessions dans les entreprises qui, ça a été dit, je crois qu'elles sont bien gérées aujourd'hui, puissent continuer à être développées et bien gérées par les entreprises qui les gèrent aujourd'hui. Vous ne souhaitez pas nous en dire plus à ce stade, si je traduis bien.
Moi, je ne me prononcerai pas sur la situation donc, des mises en demeure, mais je voudrais simplement dire que CNR a été prolongé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, par une loi le 28 février dernier, et qu'effectivement, ça nous permet de lancer un programme de travaux, de développement et de lancer des travaux de renouvellement d'équipements, etc. Donc voilà, c'est la seule chose que je dirais. Juste pour notre gouverne, parce que là, c'est une forme d'approche juridique particulière vous concernant. Et parce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il a justifié en tant que tel? Parce qu'il n'y a pas eu de mise en concurrence en tant que tel. C'est une loi qui a prolongé. Déjà, la concession du Rhône, c'était une loi. C'était une loi qui datait de 1921. Donc, effectivement, la prolongation d'une loi qui s'appelait Aménagement du Rhône. Et la prolongation, elle a été, elle aussi, donc portée par un projet de loi. Et donc, elle a fait l'objet d'une loi. Donc, oui, c'était un cas particulier. Hors cadre européen, alors? L'Europe a évidemment été dans la boucle, hein, et donc a accepté cette prolongation. Oui, mais il me semble que c'est aussi eu égard aux multiples activités de la CNR, et pas seulement à la production hydroélectrique, que voilà, cette loi a pu être prise. La loi s'appelle Aménagement du Rhône, et comme je le disais, merci Madame la sénatrice, les missions de CNR, ce n'est pas que de la production d'électricité, mais c'est bien la production d'électricité, la navigation et l'irrigation des terres agricoles. On a vraiment cette triple mission et cette gestion holistique du Rhône. Donc, en effet, la concession du Rhône, qui est d'ailleurs concession du Rhône de la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée, avec un aménagement EDF sur la route, parce que sa concession date de 1898. Donc, c'est aussi une spécificité de gestion holistique d'un fleuve, y compris dans toute sa géographie. C'est pour ça qu'il faut donner des identités aux fleuves. Vaste sujet. Bon, c'est pas une autre joke, mais bon, c'est intéressant de voir comment ces sujets-là aussi peuvent s'incarner avec des démarches, on va dire, d'engagement et sociales qui sont particulières, et culturelles d'ailleurs. Des remarques? Bon, la loi qui existe, Transition énergétique pour la croissance verte de 2015, ne permet pas de trouver de réponse satisfaisante à l'échelle de ce que l'on vise. Il y a 4 possibilités. L'ouverture à la concurrence, comme cela a été dit par Emmanuel Verger, c'est pas forcément ce qu'on souhaite aujourd'hui. Créer des sociétés économistes hydro, on retombe sur un sujet d'ouverture à la concurrence derrière, et c'est très compliqué. Ensuite, prolongation pour travaux, l'Europe l'a rejeté. En fait, il reste derrière Barycentre, qui est de rassembler des concessions hydrauliquement liées. Il faut des cas de figure bien précis. Nous avions un schéma avec l'État pris un barycentre pour 2 ouvrages qui se regardent de chaque côté de la Dordogne. Donc c'était le cas d'école. Il a été attaqué et été annulé pour une raison en fait juridique, c'est-à-dire que la loi qui décrivait le processus de barycentre et son décret d'application ne disait pas exactement la même chose. Donc sur le fond, il n'y avait pas de problème, sur les hypothèses prises, il n'y avait pas de problème, mais il y avait besoin de mettre en conformité la loi et le décret, donc travaux en cours. Mais cette situation de barycentre, voilà, qui est une possibilité, elle reste très très ponctuelle et ne répond pas au sujet dans son ensemble. Donc du coup, voilà, les travaux on cherche, et depuis assez longtemps, puisque le sujet est là depuis 2010, donc il n'y a pas de réponse évidente, immédiate. Sinon, ça ferait un petit moment, je pense, que chacun de nos acteurs l'aurait utilisé. Et effectivement, si je prends une image un peu discutable, l'hydroélectricité et le SAMU du réseau électrique, l'année 2022 l'a illustré, il n'y a pas demain d'acteurs équivalents pour ça. Si on se projette dans un schéma de maîtrise de nos émissions de carbone. Donc on a besoin d'être là. Il y a le sujet de l'eau qui est majeur et on est au cœur de ça également. Peut-être y a-t-il des choses à rechercher autour de ces 2 sujets, mais aujourd'hui on n'a pas, en tout cas à la maille de la chaîne, on n'a pas la réponse définitive pour l'instant. Juste pour préciser, voilà, dit autrement, d'un point de vue juridique, c'est très compliqué. Il y a besoin d'une imposition politique assez forte, quoi. Juste un point peut-être moins connu, enfin nous on est moins concernés, même si on a quelques concessions, puisque je vous rappelle que le seuil de concession est à 4,5 MW et que la petite hydro, on la situe en dessous de 10-12 MW. Non, ce que je voulais juste dire, c'est qu'on a besoin de visibilité pour investir, ça a été dit, mais
mais aussi pour faire avancer des sujets qui n'ont rien à voir avec le renouvellement des concessions, mais qui sont paralysés de ce fait. Et je prends l'exemple du contrat rénovation entre 1 MW et 4,5 MW, donc sous autorisation. Ça n'a rien à voir avec le sujet des concessions, mais la direction de l'énergie ne souhaite pas négocier aujourd'hui des dérogations en fait, aux appels d'offres, parce qu'en fait, au-dessus d'un mégawatt, il faut passer par appel d'offres. Or, il faut rénover le parc. Un appel d'offres pour la rénovation, ça n'a aucun sens, puisque l'idée de la rénovation, c'est de justement permettre à toutes les centrales d'être modernisées et à compter sur le parc existant. Donc si vous faites un appel d'offres, c'est pour en écarter certaines. Donc certaines ne pourront pas se rénover. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, ça fait depuis 2018, donc ça fait 5 ans qu'on attend un contrat rénovation sous autorisation pour les puissances de 1 à 4,5 MW, mais la DGEC ne peut pas aller voir la Commission européenne en négociant une dérogation aux appels d'offres au-dessus d'un mégawatt, parce que le sujet des concessions fait que ça les paralyse, ça les tétanise et ça n'avance pas. Voilà, c'est juste un effet collatéral de ce sujet. Je vous propose peut-être, pour terminer, aller vers la conclusion, mais vous avez peut-être des sujets aussi particuliers, vous voulez mettre en exergue. Revenir sur la gouvernance territoriale, et puis aussi la question de la gestion de crise aujourd'hui, que nous essayons aussi de questionner. D'une part, est-ce que vous estimez que les procédures et les méthodes de gestion de crise aujourd'hui sont adaptées? On a le sentiment qu'elles sont tombées dans une forme de routine, pour tout dire, qu'elles ont du mal aujourd'hui à s'adapter à des nouvelles réalités en termes à la fois d'usage, mais aussi parfois sur, ne serait-ce que par exemple, l'arrosage en milieu urbain sur des arbres qui sont plantés de plus de 5 ans peut être interdit. Je vous cite juste des exemples, ce qui est une aberration. Une fois qu'un arbre il est planté, il vaut mieux l'arroser parce que le capital que vous avez pu mettre, il faut quand même voilà, le protéger. Mais c'est juste un exemple pour illustrer. Mais la notion de gestion de crise peut être interrogée aujourd'hui, mais derrière ça, il y a aussi la gouvernance. Quel est votre regard aujourd'hui sur la gouvernance qui existe dans notre pays, à l'échelle des comités de bassin, sur les cellules de crise et le rapport entre les différents niveaux et les services de l'État? Non, mais sur la gouvernance, elle est quand même compliquée. Hein. C'est un investissement quand même pour la comprendre. En même temps, voilà, donc après, est-ce qu'elle fonctionne? En tout cas, oui, pour nous, elle fonctionne. Elle permet quand même une bonne implication, un niveau de concertation et d'implication, de consultation de toutes les parties prenantes. Voilà, avec, et ça, je trouve que l'été dernier, en tout cas, nous, c'est notre retour. Sur l'été dernier, on a eu des endroits avec des arbitrages à faire et des préfets qui ont joué leur rôle. Et comme c'était bien après une phase de consultation, oui, notre retour, c'était alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du retour d'expérience à faire. Hein, il y a eu de la consultation qui a pu se faire même. Nous, par exemple, on prévoit des échéances, des jalons de consultation un peu plus tôt que ce qui était prévu cette année. Si l'année se révèle, c'est pas forcément, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais si on s'oriente encore vers une année de déficit hydrique, eh bien, on a prévu des jalons de consultation ou d'information pour être plus transparent sur les données exactes, pour essayer de faire prendre conscience à chacun de la situation réelle du cours d'eau qui le concerne. Donc je pense que cette gouvernance, elle est compliquée, je trouve, elle n'est pas toujours hyper lisible, mais elle fonctionne et elle permet une bonne concertation, nous semble-t-il. Et un bon niveau d'anticipation? Ce que je dis, c'est que nous, effectivement, cette année, c'est un des retours d'expérience de l'année dernière. Je pense qu'en tout cas, des points de passage peut-être un peu plus tôt que ce n'était fait jusqu'à présent sur une information, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, en toute transparence sur la situation de la vallée ou du cours d'eau, peut être utile. Et c'est ce qu'on a mis en place. Hein, j'ai en tête, j'étais dans le Jura la semaine dernière. Voilà, donc c'est des endroits où on a prévu de faire ça. Sur la gestion de crise, je n'avais pas forcément d'éléments particuliers. Très bien, merci. Vous savez qu'il y a des arrêtés sécheresse qui sont assez différenciés, même entre deux départements. Hein. Oui, et on sait, enfin, en même temps, c'est très local. C'est des réalités qui peuvent être très différentes, des problématiques qui ne sont vraiment pas les mêmes. Donc, que ça ne puisse être fait ensuite qu'à maille locale nous semble, normal.
J'ai pas grand-chose à rajouter. Notre sentiment, c'est qu'effectivement, la gouvernance fonctionne plutôt bien. Peut-être un échange de bonnes pratiques. Dans le cadre de notre concession, on a ce qu'on appelle des comités de suivi de la concession, dans lequel il y a des représentants des territoires, des représentants de l'État et de ses services, des représentants d'associations. Voilà, sur les grosses concessions chez ma voisine aussi. Et donc, ça permet quelque part d'échanger dans un format connu sur l'actualité de la concession. Donc, et sur la gestion de crise, j'ai pas non plus. Alors on est au fil de l'eau, nous, hein, donc on turbine l'eau que l'on veut bien nous donner et on ne la stocke pas. Donc peut-être que de ce fait, on est moins concerné quand il s'agit de sécheresse. On se coordonne de manière efficiente avec les centrales nucléaires qui sont sur le Rhône de manière à les refroidir. Donc pas grand-chose à rajouter de plus. Qui ont eu également des dérogations l'année dernière ou pas ? De température en fait, oui. Hein, c'est-à-dire que dans la mesure où l'eau l'été dernier, voilà, l'eau était chaude, forcément avec un delta T de 7 degrés en sortie, l'eau était plus chaude. Donc effectivement, sentiment qu'on travaille bien avec l'ensemble des acteurs. Tout à l'heure, je parlais de concession, j'ai omis de préciser qu'on avait beaucoup d'échanges avec les services de l'État et que c'est quand même à souligner aussi au passage. Le système est il est vrai compliqué. Il faut un peu de temps pour le digérer. Pour autant, il fonctionne dans son ensemble. Néanmoins, j'utiliserai comme l'année 2022, qui est peut-être représentative de certaines années qu'on aura plus tard. Les arbitrages entre besoin de l'élec et d'électricité et besoin d'eau sont pas si faciles et immédiats et clairs, quoi. Là, on avait en 2022 des injonctions contradictoires. D'un côté, le ministère qui nous disait préparez-vous, optimisez pour cet hiver puisque risque de coupure. Nous, optimiser, ça veut dire pas utiliser l'eau l'été ou pas l'utiliser en septembre, en octobre, en novembre. Voilà. Et de notre côté, situation de tension sur le territoire avec de la sécheresse forte, ou d'un autre côté, on nous disait il faut que vous vous donniez de l'eau. Et voilà. Donc, bien sûr, c'est pas nous d'arbitrer. Et là, c'est pas les mêmes acteurs et c'est pas le même niveau qui nous parlent. Donc, sans doute qu'il y a encore des décalages à faire de ce point de vue-là, même si sans doute que c'est très accessible également. Et effectivement, sur cette année, on voit que les mobilisations sont bien plus précoces au niveau des préfectures et des comités de sécheresse pour mettre tout le monde autour de la table et partager les situations et voir quelles actions pouvoir mettre en œuvre. Voilà. Peut-être un propos un peu périphérique, mais d'abord je voudrais dire que c'est assez difficile pour des petits acteurs d'être présents dans toutes les instances de concertation qui sont quand même très très nombreuses. Nous on essaie d'être dans les clés, dans les commissions locales de l'eau, mais on n'y arrive pas toujours. Enfin, je veux dire, tout le monde ne peut pas, n'importe quel petit producteur ne peut pas prendre la parole, voilà, passer une journée dans une réunion. Voilà. C'est assez compliqué concrètement. Après, on a quand même un sujet, puisque vous abordez la gouvernance, on a un sujet cohérence des politiques publiques à renforcer. Nous, alors, c'est un petit peu différent de la grande hydro. Effectivement, en petite hydro, notre tutelle, c'est la direction de l'eau. Et donc, on a pu l'aborder ici à de maintes reprises, mais on est donc vu comme un obstacle à la continuité écologique et pas comme un outil de production d'énergie renouvelable. Ils ne portent pas de grand intérêt à la production d'énergie, puisque c'est pas leur métier. Donc là, il faut, enfin voilà, si on n'a pas trouvé la solution encore. Mais je cite un exemple, hein, la loi climat-résilience, et le Sénat en était l'auteur pour cette disposition, avait facilité les augmentations de puissance. Et quand vous en parlez avec la DDT, il vous explique que vous pouvez amender autant que vous voulez le code de l'énergie, mais tant qu'on n'amende pas le code de l'environnement, ils ne bougeront pas d'un pouce. Et donc ces augmentations de puissance sont dans les faits impossibles, parce que côté environnement, ça bloque. Donc il y a un sujet gouvernance évident, mais je n'ai pas la solution. Je voudrais conforter ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que si on revient à l'échelle des moulins, on est confronté actuellement à la problématique de la restauration de la continuité écologique, voire de la production d'hydroélectricité, où il n'y a aucune instance de médiation, d'écoute, etc. C'est-à-dire qu'il y a un progrès notoire avec l'agence Adour-Garonne, mais ce n'est qu'un progrès. Mais d'une manière générale, il n'y a pas de lieu où on peut effectivement
parler de l'expertise d'usage des propriétaires, des difficultés à financer une passe à poissons, des difficultés rencontrées par l'administration qui résiste à toute idée de produire de l'hydroélectricité, d'installer un système. Donc voilà, là il y a un vrai problème entre la personne qui est dans un micro-projet, on est bien d'accord, et au niveau de l'agence, il n'y a pas de représentativité. Donc c'est encore différent de ce que disait Jean-Marc Lévy, mais c'est encore beaucoup plus précis parce qu'on se retrouve avec des personnes en détresse. C'est-à-dire qu'un propriétaire de moulin à qui on annonce qu'il va y avoir une passe à poissons de 200 et quelques mille euros, qui va être subventionné évidemment, mais ce qu'il a à payer, c'est une catastrophe. Bon, je ne veux pas être dans l'anecdote, mais et ça, il n'y a pas de lieu de médiation pour en discuter. Par exemple, nous, la fédération, avec sachant que Adour-Garonne est en train de peut-être évoluer dans le bon sens. On y a travaillé. Merci. Avant de conclure, est-ce qu'il y avait peut-être un sujet ou un message particulier que vous souhaiteriez faire passer que nous n'aurions pas forcément abordé? Vous nous laissez une petite phrase de conclusion, c'est ça, chacun? Un petit message. Non, mais moi je pense qu'on a un défi collectif qui est de mener de front la transition écologique, la transition énergétique et la gestion durable de l'eau. L'hydroélectricité, j'espère que c'est le message qu'on a réussi à passer aujourd'hui, c'est qu'elle a un rôle absolument clé à jouer parce que c'est une partie importante de la solution, moi j'en suis convaincue, et qu'on est évidemment prêt à prendre toute notre part à ce double défi. Alors moi j'ai besoin d'une minute. Donc mon premier message, c'est d'abord que notre modèle CNR nous apprend que la gestion globale ou globalisée de l'eau permet de mieux gérer les enjeux avec l'ensemble des acteurs, en partageant les contraintes et les objectifs de chacune des parties, qui peuvent d'ailleurs, ça a été dit, varier en fonction des lieux. Chez nous, différence entre le Haut-Rhône et le Sud et les périodes de l'année. Et il est important que ce ne soit pas celui qui crie le plus fort qui ait gain de cause, mais que ce soit un travail d'objectivation des enjeux et des urgences qui le décide. La question de la gouvernance a été évoquée, donc c'est important, et la place de l'État et des élus dans cette gouvernance est importante. Et au même titre qu'en 2003 et 2004, l'État et les régions ont su traiter les questions des inondations meurtrières sur le Rhône, nous souhaitons que l'État et les régions prennent toute leur place et leurs responsabilités dans les tours de table. Et CNR, en tant que concessionnaire et gestionnaire global du fleuve, apportera sa capacité d'expertise et son agilité dans l'exploitation. Mon deuxième message, c'est que nous devons rechercher à chaque fois que nous le pouvons à optimiser l'eau, et de ce point de vue, les installations au fil de l'eau sont intéressantes. 19 fois, la même goutte d'eau optimisée est toujours rejetée et jamais prélevée. Mais cela ne veut pas dire dans ma bouche que j'opposerai une forme d'optimisation rendue possible par des retenues. C'est pas ça que je veux dire. Voilà le message essentiel que je souhaitais vous passer, en vous remerciant de votre écoute et de votre travail essentiel pour les acteurs de l'hydroélectricité. Bon, très rapidement, période de stress hydrique nécessite partage de ressources, tension potentielle, donc gouvernance à affiner à l'image de ce que j'ai pu indiquer, notamment dans les situations d'urgence. Forcément des curseurs qui doivent se déplacer. L'hydroélectricité est majeure pour le réseau, elle est aussi importante pour la gestion de l'eau. La CHEM, en tout cas, est déterminée à jouer un rôle dans ces deux parties-là. Il y a aussi, à terme, des modèles économiques à réfléchir pour que tout ça puisse être pérenne dans des situations, évidemment, où les prix de l'élec auront rediminué, ce qui est souhaitable et qui ne tardera pas à venir. Voilà. Moi, je rappellerai juste quelque chose sur quoi on est passé assez vite. Mais donc l'hydroélectricité, c'est une énergie renouvelable, mais c'est surtout, comme vient de le dire Cyril, une assurance pour la transition énergétique et pour les réseaux. C'est une énergie qui est vraiment complémentaire des autres énergies renouvelables. Si l'hydro est effectivement sensible aux variations interannuelles de débit, elle est en revanche très prévisible, très pilotable et très modulable au sein d'une même année. Et ça, c'est important. Et puis, je rappelle mon propos introductif, on a un potentiel de plus 20% en France et ce serait, à mon sens, une grave erreur de ne pas le développer. On s'inscrit bien sûr en totalité avec ce que nous avons entendu sur les bienfaits de l'hydroélectricité. Simplement, au niveau des moulins, ce que nous préconisons essentiellement, c'est d'équiper des sites existants. C'est facilement réalisable.
c'est disponible tout de suite, ça nécessite aucun investissement sur les réseaux parce que c'est des toutes petites puissances. Le réseau va les absorber facilement, c'est très délocalisé, donc il faut y aller. Bien, merci beaucoup pour vos interventions. Je vais laisser le soin à notre président de bien vouloir conclure. Président doyen, par intérim, oui, merci beaucoup à vous tous. En y réfléchissant, vous avez été consulté pour les SRADET, évidemment. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice des SRADET qui vont jouer un rôle important dans la transition énergétique et dans l'énergie aussi future. Donc j'espère que ça a été le cas. En tous les cas, merci beaucoup de votre participation et de votre éclairage. On a bien compris qu'il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Je ne sais pas si on y arrivera, mais on est là aussi pour vous aider parce que nous sommes les défenseurs des territoires.